croire que le crime garde une fascination. Je suis révolté. Une innocence, c'est toujours beaucoup plus sympathique qu'une culpabilité. Europe 1, Café Crime. Jacques Pradel. Et tout de suite, l'affaire Sylvain Allohar, donc j'ai donné la date il y a un instant, Arnaud Poivre d'Arvor, 23 mars 1998, ça se passe à Marseille. Oui, ça se passe à Marseille. Nous sommes un lundi matin. Il est censé partir donc travailler. C'est un garçon qui a 31 ans. Il a 31 ans, absolument. Il est militaire dans la marine nationale. Il doit aller au fort de Sifour, à quelques kilomètres de là. Il descend de chez lui. Il monte dans sa voiture, 7h du matin, comme tous les matins. Et puis on lui fait remarquer, il s'apprête à faire une marche arrière. On lui fait remarquer que son pneu est crevé. Quelqu'un lui dit, bon. Cette personne lui propose même de l'aider pour changer sa roue. Il refuse. Il se dit non, mais c'est bon, pas de problème, je vais changer ma roue tout seul. Donc il va sortir le cric qui est dans le coffre, il s'installe, il s'agenouille devant la roue et puis il commence à évidemment dévisser les boulons. Et derrière lui, il ne l'a pas vu, un homme arrive avec une arme de 22 long rifle, un fusil. On le saura plus tard parce que plusieurs témoins ont pu remarquer cet homme. Ils sont venus en voiture. Voilà, et accompagné effectivement d'un complice qui est dans une voiture, mais que Sylvain n'a pas entendu ni vu. Et il reçoit 2 balles dans la tête. 2 balles de 22 long rifle, et il s'écroule et il finit par mourir quelques minutes plus tard. Les secours arrivent, mais voilà, c'est trop tard. Alors ça, ce sont les faits, Jean-Marc Bloch. Oui, ça c'est les faits. Alors bien sûr, on voit tout de suite que c'est quelque chose de préparé, qu'il y a une préparation, parce que d'une part, la roue est crevée, c'est pas par accident qu'elle est crevée, elle a été volontairement crevée pour que Sylvain puisse pas partir instantanément. D'autre part, Arnaud, je crois que le portail de l'immeuble, enfin la grille qui ferme le parking de l'immeuble avait été sabotée, c'est-à-dire qu'elle ne se fermait pas. Donc il y avait là aussi un acte préparatoire. Prémédité. Des actes préparatoires. Mais alors tout ça fait penser bien sûr à un contrat, parce que on a une vraie préméditation, on a une vraie préparation qui paraît assez cohérente, pneus crevés, portail qui reste ouvert pour faciliter l'entrée puis la fuite. Il s'agit vraiment d'une exécution, on peut le dire. C'est une exécution, le type, Sylvain est à genoux en train de changer sa roue, il prend 2 balles dans la tête. Et on peut dire aussi qu'il ne s'agit pas d'une erreur sur la personne parce que le temps qu'il repère, ça a été. Absolument, oui, c'est la bonne voiture, etc. C'est bien la voiture de Sylvain, il y a pas d'erreur là-dessus. Visiblement, il n'y a pas d'erreur. Seulement, ça fait penser à un contrat, bien sûr. Seulement, ce qui va pas dans cette affaire, d'abord, c'est du 22 long rifle. C'est pas vraiment une arme de tueur, parce qu'on n'est pas sûr de tuer avec du 22 long rifle. D'autre part, c'est une arme longue, c'est pas facile de trimballer un fusil. Il y a des pistolets ou des revolvers en 22 long rifle, c'est plus commode à cacher. Et puis enfin, la voiture avec laquelle s'enfuient le ou les tueurs, c'est une R20, je crois. R21, qui a été volée quelques jours avant, mais qui est pas plaquée en doublette. C'est-à-dire, il n'y a pas un faux numéro identique à celui d'une autre R21, qui bien qu'au premier contrôle de police. C'est ce que font les malfaiteurs, ceux qui ont un peu l'habitude. Quand on exécute un contrat, on essaie de se identifier tout de suite. C'est voilà, c'est ce que font effectivement les gens du milieu. Les gens du milieu pratiquent aussi quelque chose, et on en parlait avec Jean-Marc, quand ils tuent quelqu'un, ils vident leur chargeur. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rater, donc ils vident un chargeur totalement. Là, c'est 2 balles. Donc effectivement, c'est très étrange. Tout ça ne fait pas penser à un contrat de la mafia. Alors, ou du milieu. Dans ce cas-là, Jean-Marc Bloch, là c'est encore une fois aux policiers que je m'adresse. Bon, donc on cherche dans les indicateurs doivent encore exister, j'imagine. On essaye de voir si ça bruisse un peu dans le milieu. Je pense que c'est ce que la PJ Marseille, je suis même sûr que c'est ce que la PJ Marseille a fait. Et la personnalité, on épluche aussi bien sûr la personnalité du garçon. C'est la vie de la victime. On part en général toujours de la vie de la victime. Et là, alors la vie de la victime, c'est pas un trafiquant de stupes, c'est pas un dangereux gangster, c'est au contraire un type plutôt sympa. Il est décrit par tous ses proches comme étant un type sympa, archi normal. Qui est premier maître sur le porte-avions Clémenceau. Donc c'est un grand point d'interrogation. Et si vous voulez bien, on va continuer à parler de cette affaire et de comment on pourrait aboutir peut-être un jour à la vérité, en prenant l'oncle de
de Sylvain Alloire, qui s'appelle André Lenel. Avant de le laisser parler, Arnaud, en fait, c'est lui qui vous a contacté. Oui, pour vous demander de parler de cette affaire dans votre émission. C'est sa femme, très exactement, Christine, qui nous a contactés. Parce que sur cette affaire, alors que c'est pas le cas sur les autres, il y a eu une ordonnance de non-lieu prononcée. Si vite en 2007, enfin il y en a eu deux, mais donc ça veut dire quand même que a priori la justice est à l'arrêt. Donc ils ont besoin de relancer la machine. Ça veut pas dire qu'il y a prescription, mais voilà. Donc c'est vrai que quand je dis si vite, c'est faux parce que 98 2008, voilà c'est quand même il s'est passé. Voilà, quand je dis 2007, je crois que c'était 2008. Donc effectivement ils nous ont contactés et on a écouté et on leur a dit que voilà on avait envie de consacrer une émission à cette affaire. Bonjour André Lenel. Oui, bonjour Monsieur Bordel. Et merci. Donc on est tout à fait évidemment attentif à ce que vous allez nous dire, mais est-ce qu'il y a encore une chance de pouvoir relancer cette enquête là? Attendez, d'abord, je voudrais vous remercier, vous et la rédaction d'Europe 1, parce que d'avoir ouvert votre antenne aux partis civils qui vivent des tragiques événements comme ça. Et je voudrais aussi remercier Arnaud Poivre d'Arvor et ses collaborateurs, ainsi que Monsieur Jean-Marc Bloch pour leur professionnalisme et la belle émission qu'ils ont consacrée à notre neveu Sylvain. Donc nous, on aimerait lancer un appel à témoins. Des gens qui auraient pu voir, qui auraient pu entendre même un tout petit détail, le jour de son assassinat. Nous avons été mettre à Marseille, dans sa cité, mettre justement des tracts, des sortes de petits papiers avec sa photo pour que les gens se rappellent. Mais bon, je sais pas si je dois le dire, là, à ce niveau-là, la justice n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'elle aurait pu faire, je sais pas si je dis tant pis, Oui, dites, vous l'avez dit, c'est bien, mon gars. Le juge a été dessaisi, je suis arrivé à faire dessaisir un juge. Le deuxième a mené des investigations, mais pas jusqu'au bout, il n'a pas bien fait le travail, quoi. J'ai un peu de reproche à faire de ce côté-là. Vous considérez que toutes les pistes n'ont pas été suivies, quoi. Voilà, c'est le sien, mais la justice n'a pas été jusqu'au bout de ce qu'elle aurait pu faire vraiment. Merci André en tout cas pour ce que vous nous avez dit, vraiment, parce que on est très touchés aussi par vos mots, mais c'est vrai que la police, la brigade criminelle en tout cas a très très bien travaillé. Après il y a une collaboration et on en parlait avec Jean-Marc qui est un peu compliqué parfois avec les magistrats, parfois avec la justice et parfois le courant ne passe pas toujours et c'est ce qui a peut-être s'est peut-être passé dans cette histoire. Là il n'est pas du tout passé. Voilà. En tout cas, Monsieur Lenel, donc vous avez lancé cet appel. Bien sûr, il était déjà également présent dans l'émission Non élucidée. Je vous remercie. Bien, on va continuer nous à parler de cette affaire. D'ailleurs, avec Jean-Marc Bloch tout de suite. Les dysfonctionnements, parce qu'on peut appeler ça comme ça pudiquement, font quelquefois que l'enquête s'enlise ou ne va pas jusque là où elle aurait dû aller. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est cette espèce de chaîne pénale. Il peut pas y avoir de jugement pénal s'il n'y a pas de bonne enquête pénale. Il peut pas y avoir d'enquête pénale satisfaisante si toutes les parties prenantes quelque part ne sont pas en phase. Si le procureur. Alors il y a beaucoup de monde qui intervient, bien sûr, le procureur, le juge d'instruction, etc. Les fonctionnaires de police. Donc là, il y a eu plusieurs juges qui sont succédés depuis 98. Donc on rappelle la date, c'est 23 mars 1998. Le lieu précis, c'est dans le 9e arrondissement de Marseille. Et encore un mot, un non-lieu prononcé en 2008. Donc, est-ce que ça veut dire que si un nouveau témoignage arrive, l'affaire peut parfaitement être bien sûr, relancée. Absolument, tout à fait. Non. Il court une période de 10 ans maintenant, n'est pas prescrite. D'accord. La prescription, c'est 10 ans après le dernier acte. Donc c'est 2018 en l'occurrence. Maintenant, ça mène à 2018. D'accord. Bon, donc ça, c'est évidemment, il faut que ça bouge. À la fin de l'émission, j'ai rencontré le procureur de la République, Jacques Dallest, qui est en poste depuis peu de temps. Je crois qu'il a la volonté aussi sur les affaires non élucidées de faire bouger les choses sur ce sujet dans l'émission. Et c'est quelqu'un qui a justement ce genre d'initiative, c'est très intéressant de la part de la justice d'essayer de ressortir des dossiers et puis de les retravailler d'un point de vue de la police technique et scientifique, mais pas simplement pour relancer ces affaires.